Eh ben, bonjour à tous. Nous sommes en petit décalage de saison puisque nous enregistrons cet été pour pouvoir passer auprès de vous. Et je remercie le CNRD de m'avoir invité pour vous parler douleur et endométriose. Voilà une de mes ancêtres, le bon docteur Hildegarde Gunz. Alors on a de nouvelles méthodes dans le traitement de la douleur que celui-ci. Pour ma part, je m'appelle Delphine L'Huillerie, je suis médecin de la douleur et spécialisée en douleur d'endométriose. Je remercie aussi le CNRD de me laisser 12 minutes et 50 secondes pour vous expliquer l'encyclopédie de la douleur en endométriose. Alors pour commencer quand même quelques chiffres. Épidémiologie, vous voyez, l'endométriose, ça touche 10 à 15% des femmes en âge de procréer, ce qui nous fait à peu près 2 millions 5 de femmes en France. C'est un coût annuel important. Et pour vous donner quelques chiffres, notamment sur une étude qui est très intéressante, qui est l'étude Constance, je vous invite à aller regarder cette étude, on se rend compte que les dysménorrhées sont de l'ordre de 62%. Elles touchent 62% des jeunes femmes. Elle diminue avec l'âge, mais comme l'ensemble des douleurs en fait en gynéco qui diminuent bien souvent avec l'âge. On voit aussi les dyspareunies. Les dyspareunies sont les douleurs au rapport sexuel qui touchent quand même une femme sur deux quand elles sont jeunes, un petit peu moins quand elles sont plus mûres. Les douleurs pelviennes chroniques. Et puis finalement, au bout du compte, on se retrouve avec seulement un tiers des femmes qui n'ont aucune plainte. Si on met ça sur le nombre de Françaises de notre population, eh bien voilà, on se rend compte que 7 millions de Françaises souffrent de dysménorrhée de façon anormale, 5 millions de dyspareunie et 2,5 millions de douleurs au quotidien. Alors on a un gros problème, nous, les médecins, c'est que quand on ne voit pas, on ne croit pas. Donc il y a une disproportion souvent entre les lésions qu'on peut retrouver à l'imagerie et les plaintes douloureuses des patientes. Ce qui nous amène souvent, quand il s'agit de douleurs au féminin, à se demander si la douleur n'est pas hystérique finalement. Je vais essayer de vous en démontrer le contraire. Alors les mécanismes de la douleur en endométriose, quels sont-ils? Mais c'est un peu comme dans toutes les douleurs chroniques. La douleur n'est pas dans la tête, même si la tête a une action sur les douleurs. Et le point de départ, il est bien physiologique, il est bien dans le corps. Et contre toute attente, il n'est pas majoritairement inflammatoire. Même si la maladie est à bas bruit inflammatoire, cette inflammation à bas bruit, elle vient déstructurer, elle vient abîmer des terminaisons nerveuses. Et on se retrouve finalement avec une douleur névralgique, une douleur neuropathique, typiquement avec des coups de poignard, des décharges électriques, des étaux, des élancements, des brûlures qui vont irradier vers le dos, vers les jambes, vers le haut du corps. Donc ces douleurs sont principalement névralgiques. Le seul moment où on a une inflammation responsable directe de la douleur, c'est le moment des règles. À ce moment-là, on a un pic inflammatoire, ce qui justifie, et c'est le seul moment où ça le justifie, d'avoir des anti-inflammatoires, mais on reverra les traitements dans quelques instants. Il y a aussi un élément au niveau physiologique, c'est ce fameux système nerveux autonome qui finalement innerve pour 80% nos organes viscéraux. Ce système nerveux autonome, pour faire court, vous savez qu'on a le sympathique, le parasympathique, et quand il y a des douleurs, le sympathique s'emballe et augmente la douleur, pendant que le parasympathique essaie de courir après. C'est un système anti-inflammatoire, et on regardera aussi tout à l'heure sur le plan thérapeutique qu'il peut y avoir quelques solutions pour essayer de booster ce système parasympathique. Deuxième élément de mon triptyque douleur, c'est l'immobilité. Quand on a un nerf irrité à un endroit du corps, au niveau où l'endométriose touche le corps, le ligament utérosacré pour citer la lésion qui est la plus fréquente, eh bien ce ligament va s'arrêter de bouger. Tout tissu élastique, muscle, tendon, ligament qui s'arrête de bouger se rétracte et devient douloureux. Moins ça bouge, plus ça fait mal. Et un des grands drames de cette histoire, c'est que le nerf irrité entraîne en effet cette perte de mobilité, de facto douloureuse, mais cette perte de mobilité de facto douloureuse va coincer le nerf. Ça, c'est le premier cercle vicieux. On en a un deuxième qui est très important, c'est que tous nos tissus de l'organisme sont en lien les uns avec les autres, ce qui fait qu'on va avoir un effet domino d'arrêt de mobilité de proche en proche. Ce ligament utérosacré, pour ne prendre que lui, il est accroché d'un côté devant à l'utérus et derrière au sacrum. Il va entraîner avec le temps un arrêt de mobilité de cet utérus qui va être, pour traduction, les douleurs au rapport sexuel.
Et c'est ce qui va aussi expliquer un certain nombre de symptômes qu'on va avoir, non pas parce que la maladie avance, mais parce que la perte de mobilité, elle avance. D'un côté, la colonne vertébrale va s'arrêter de bouger, d'où des maux de dos, des lombalgies. De l'autre côté, l'utérus s'arrête de bouger, comme je vous le disais, les douleurs au rapport sexuel. Mais la vessie va s'arrêter de bouger. C'est ce qui explique qu'on pisse 15 fois dans la journée, qu'au fur et à mesure, on a même l'impression d'avoir des infections urinaires qui n'en sont pas. Etc., etc. Donc ça explique un certain nombre de symptômes digestifs y compris, parce que si le tube digestif s'arrête de bouger, les selles n'avancent plus, on est constipé. Et bientôt, les gaz n'avancent plus, donc on a un gros bidon, etc., etc. Donc ça, c'est un point qui est fondamental de l'augmentation des douleurs avec le temps et qui ne se voit avec aucune imagerie. Dernier élément à mon triptyque douleur, le cerveau. Et oui, le cerveau, lui, réceptionne les informations douloureuses, vous le savez, et il va les moduler. On a des zones dans notre cerveau qui réduisent la douleur, qui la maîtrisent, et des zones qui peuvent amplifier ce message douloureux. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilisation centrale. Et là encore, cercle vicieux, cette hypersensibilisation va entraîner une augmentation de la perception douloureuse qui elle-même peut augmenter les syndromes dépressifs, les anxiétés et donc alimenter le système de la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce triptyque maintenant ? On va essayer d'en voir quelques approches thérapeutiques. Voilà mon triptyque. Et voilà les approches thérapeutiques. Donc sur l'aspect physiologique, névralgique, vous le savez, nos deux catégories thérapeutiques sont les antiépileptiques ou certains antidépresseurs à visée antalgique, les imipraminiques en particulier, comme le Laroxyl, bille en tête. Les anti-inflammatoires et les opioïdes n'ont pas de bonnes actions sur les douleurs névralgiques. Ça ne sert à rien de les mettre sur les douleurs chroniques. Par contre, seulement sur les douleurs au moment des règles, là où il y a un pic inflammatoire, là, ce sont les traitements à privilégier à ce moment-là. Les études sont en fait assez contradictoires sur les douleurs de dysménorrhée, mais globalement, ce que je vous raconte, c'est à peu près démontré, notamment sur une étude et sur un rapport Cochrane de 2009. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que les femmes en endométriose, selon une étude, une cohorte quand même de 36 000 patientes, ont 2,7 fois plus de risques de dépendance aux opioïdes parce qu'on ne les met pas au bon moment, et 4 fois plus de chances, ou de risques plutôt, de faire des overdoses. Donc c'est important d'avoir ça en tête et d'essayer de limiter les anti-inflammatoires autant que les opioïdes. Alors je vous ai fait un petit tableau récapitulatif sur les traitements de fond, sur les traitements de crise et les traitements saignements. Je ne vais pas les décrire parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Vous voyez aussi les contre-indications en cas de grossesse. Nos traitements de fond ne sont pas contre-indiqués en cas de grossesse, ni dans le cadre de la PMA. Je vois assez souvent des patientes dans le cadre de la PMA où on stimule les ovaires et ces traitements de fond ne sont absolument pas contre-indiqués dans ces périodes-là. Seuls les anti-inflammatoires sont contre-indiqués, notamment en cas de grossesse. Ça, c'est vraiment le médicament à proscrire en cas de grossesse. Deuxième élément de mon triptyque, cette perte de mobilité, ce sont les approches corporelles non médicamenteuses. L'ostéopathie avec la fasciathérapie, la mésothérapie, et ces deux techniques vont provoquer ce qu'on appelle un effet réflexe. On touche le tissu, il bouge. Et on relance ainsi une mécanique de mouvement avec une circulation sanguine qui va aussi auto-alimenter ce mouvement parce qu'elle reprend son rôle. L'acupuncture a plus un rôle de réénergification de notre corps, parce que je vous ai donné ce triptyque, mais il faut savoir qu'au milieu de tout ça, et j'en dirai un petit mot à la fin, nous avons de la biochimie. Nous avons une biochimie liée à cette maladie à bas bruit inflammatoire, de la biochimie aussi hormonale, qui vont avoir des influences sur la conduction de l'information douloureuse et sur l'intégration corticale de cette information. Et l'acupuncture va être là pour essayer de rééquilibrer cette biochimie déstructurée à cause de cette inflammation à bas bruit liée à la maladie. Alors, pour résumer sur les approches corporelles, je dirais que l'ostéo, la fasciathérapie, la mésothérapie sont là pour relancer la mobilité du corps, que la rééducation périnéale, qui est fondamentale, va être là pour renforcer musculairement ces tissus et pour protéger les nerfs, et puis la pratique sportive qu'il ne faudra absolument pas oublier, qui est là, elle, pour maintenir ce mouvement et ce renforcement musculaire. Donc on n'oubliera pas le sport. Alors souvent, ces femmes, elles disent « je ne peux plus faire de sport à cause de la douleur ». Ce qu'on demande souvent, c'est juste une activité
une activité physique de l'ordre de 10 minutes par jour. C'est vraiment à ne pas commencer par aller beaucoup trop loin, parce qu'en effet, on bloque les tissus, on va dans l'autre sens. Donc l'idée, c'est vraiment de relancer cette mobilité et d'essayer de la maintenir. Il vaut mieux faire un petit exercice une fois par jour qu'un grand exercice une fois par semaine. Pour finir, et mon triptyque, oui, le cerveau. Alors, juste pour résumer, vous savez, dans les années 70, il y avait une technique qui avait été mise sur le tapis, c'était de dire, l'information douloureuse, elle est conduite par un fil électrique, le système neurologique qui conduit l'information douloureuse, le système excitateur. Bon, on va couper le fil et puis comme ça, il n'y aura plus de douleur. Bon, alors, ça a été un flop terrifiant parce qu'évidemment, en coupant un nerf, on lui fait mal. Les douleurs neuropathiques. Et puis j'aimerais vous dire aussi que finalement, même les cons ont des douleurs. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas tellement de prise toujours sur le cerveau. Pour autant, voici un cerveau. Le devant, le derrière, nos lobes. Et ce que j'ai mis, le système limbique au très profond qui gère nos émotions négatives. Eh bien, sachez que la douleur est à peu près, la matrice douleur est à peu près réceptionnée dans cette zone-là. Et que le lobe frontal, lui, a un rôle inhibiteur. Quand on active le lobe frontal, on réduit l'information électriquement au niveau de la matrice de la douleur. Quand on active le lobe occipital, de la même manière, on inhibe la zone de la douleur. Par contre, quand le système limbique est activé, les émotions, notamment négatives, sont activées, eh bien ça augmente l'électricité de la zone de la douleur. Et vous voyez nos approches thérapeutiques. La méditation, comme le détournement de l'attention, va activer le lobe frontal. Quand on regarde un film et qu'il est intéressant, on a moins mal. C'est pas parce que la douleur est psy, c'est parce que nous arrivons à ce moment-là, à activer une zone qui, elle, inhibe la zone de la douleur. L'hypnothérapie a un rôle majeur dans l'activation de la zone occipitale. Et la psychothérapie, la sophrologie vont réduire les émotions aversives, donc vont réduire le système limbique et donc moins activer la zone de la douleur. C'est fondamental. Et vous voyez là, eh bien voilà, le résumé de cette prise en charge en fonction de ces différents éléments du triptyque douleur dans l'endométriose. Pour finir le TENS, il va agir d'une part sur l'aspect lésionnel et en particulier sur le système nerveux autonome, notamment quand on positionne les électrodes au niveau de la cheville, car au niveau de la cheville passe le système parasympathique dont je vous parlais en début de topo et le stimule. Ce système parasympathique, il est anti-inflammatoire, en particulier sur la vessie et le vagin. Et puis, nous avons aussi, grâce à ce TENS, toutes des programmes qui peuvent relancer aussi la mobilité musculaire. Le TENS est une approche non médicamenteuse très intéressante à 2 égards. Voilà un tableau sur lequel vous pourrez méditer sur l'ensemble de la prise en charge des douleurs, les principales douleurs en endométriose, les douleurs aux règles, les douleurs chroniques et les douleurs au rapport sexuel. Je vous laisse méditer, je ne le développerai pas plus que tout ce que je viens de vous expliquer. Et bien évidemment, toujours faire attention à bien prendre ses médocs. Pour finir, place des hormones. Les hormones ont une importance fondamentale. Et oui, sommes-nous vraiment égales avec les hommes? Sans doute pas, nous les femmes. D'après toutes les études, et là-dessus on est d'accord, sur toutes les études, la prévalence de la douleur chronique est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Est-ce que c'est lié à notre hystérie naturelle? Est-ce que c'est lié au fait que nous sommes des chochottes? Pas uniquement. Le seuil de la douleur expérimentale est plus bas et plus rapide chez la femme, et le seuil de tolérance, lui aussi, il est plus bas. Et tout ça, c'est lié à nos hormones. Nos hormones qui ne sont pas les mêmes que chez les hommes. La testostérone, qui est une hormone relativement régulière, même si elle a des aléas saisonnières, elle est plus haute en été, un peu plus basse en hiver, mais globalement, elle est stable. Cette testostérone, elle a un impact sur le système excitateur douloureux et elle le limite. Œstrogène et progestérone ensemble ont un impact pour booster notre système inhibiteur naturel. Donc finalement, sur le papier, on pourrait être à égalité. Sauf que nos hormones, elles sont complètement en aléa au cours de notre cycle. Et ce qu'il faut que vous reteniez en gros, c'est que trop ou pas assez d'œstrogène, trop ou pas assez de progestérone vont provoquer de la douleur parce que ce système inhibiteur n'est plus du tout efficient. Et que donc, de fait, eh bien, nous sommes femmes avec, si je puis dire, quelques armes bien moins affûtées contre la douleur
à la base. Et là, on rentre dans la problématique de la pilule. La pilule, elle est essentielle puisqu'elle va couper les règles. Une pilule, elle doit être prise en continu pour couper les règles. Une pilule avec des règles, ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a rien à éliminer. La pilule apporte en fait des hormones de façon lissée et à partir de ce moment-là, l'intérêt, c'est de couper les règles et de couper cette première source douloureuse que sont les règles. Mais le problème, c'est que le taux d'hormones intéressant chez chaque femme est totalement interindividuel. Et c'est pour ça que des pilules vont pouvoir être intéressantes chez certaines, moins intéressantes chez d'autres. La pilule, elle ne fait pas tout, elle n'est pas un antalgique, mais elle pourra au moins réduire parfois ce système de la douleur sans avoir vraiment un rôle sur le système névralgique, mais au moins de pouvoir couvrir le point de départ des douleurs féminines. Enfin, la fin et ma conclusion. À retenir 4 points. Tout d'abord, la douleur n'est jamais dans la tête, mais ça, je sais que vous en êtes persuadés puisque vous êtes là aujourd'hui. La tête, par contre, a une action sur les douleurs et on le sait tous. Et donc, ces approches aussi corticales vont être évidemment fondamentales. Évitez les anti-inflammatoires et les opioïdes. J'en ai pas parlé, mais on sait que les opioïdes active un système, notamment le système NMDA, qui est un système de mémorisation de la douleur et qui sensibilise au cours du temps pour la même information douloureuse. Évitons, quand c'est inutile, ces opioïdes. Utilisons-les uniquement pendant les dysménorrhées éventuellement. La pilule n'a jamais été un antalgique, c'est un des discours qu'il faut aussi tenir auprès des gynécologues qui ont l'impression que si la pilule ne marche pas, alors il n'y a plus que la chirurgie, alors qu'il y a tout un système de mécanismes de la douleur que l'on peut essayer, nous médecins de la douleur, d'être complémentaires avec nos outils. Et pour finir, l'homme douloureux peut être et surtout une femme. Et je terminerai par un petit discours féministe, évidemment, mais pas trop quand même. Endométriose, mythe ou réalité? Une des problématiques, c'est que quand on parle douleur, déjà, souvent, on a une tendance à réduire et à ne pas toujours entendre la plainte de nos patients. Mais quand il s'agit d'une femme, et ça depuis la nuit des temps, on a une tendance à penser qu'il y a un côté, oui, chochotte, exagération chez la femme de sa plainte douloureuse. Et vous l'aurez compris, nous ne sommes pas égaux, hommes et femmes, biologiquement. Nous ne sommes pas égaux. Mais la problématique, c'est de mettre une échelle de valeur dans cette inégalité. Et un de nos rôles, c'est d'entendre de la même manière pour hommes et pour femmes la plainte douloureuse qui ne doit pas être mise sur une échelle de valeur. Et c'est là un des combats dans la crédibilité de la prise en charge de la douleur au féminin. Et je terminerai par cette phrase. Le degré de civilisation d'une société se mesure d'abord à la place qui occupent les femmes. Et qui a dit ça ? Sans doute contre toute attente, Jacques Chirac en 2003. Je vous remercie pour votre attention, que je pense avoir été studieuse, du moins je l'espère, et je suis désolée. Je suis pas là pour répondre à vos questions, mais je les attends peut-être sur Internet. Merci infiniment.